Sud Radio Midi, Christine Bouillot. Nous vous avons dit que cette nouvelle assemblée ne pouvait plus être la chambre d'enregistrement que vous avez construit patiemment lors de la précédente législature. Tout ça, c'est fini. Il s'agit probablement du premier jour du reste de ce nouveau mandat, du premier jour du reste de mauvaises pratiques parlementaires. Ma seule boussole, je l'ai dit, c'est de préserver la santé des Français, de tous les Français. Nous sommes au début du processus législatif et inlassablement, je continuerai à essayer de vous convaincre de la pertinence et de la justesse de l'article 2. Le gouvernement a fait l'expérience concrète qu'il n'avait plus de majorité à l'Assemblée nationale. L'heure oblige le gouvernement à écouter les oppositions, ce que pour l'instant ils ont un peu de mal à se résoudre à faire. On ne trouve pas encore cette capacité d'écoute. Voilà, il y a toujours une forme d'arrogance de la part du pouvoir. Les Français ont voulu que ce gouvernement soit obligé d'écouter les groupes d'opposition. Voilà, avec dans l'ordre d'apparition une députée communiste NUPES, un député Rassemblement National, le ministre de la Santé, et puis enfin Alex, le président du groupe LR à l'Assemblée, qui était ce matin l'invité de Sud Radio au micro de Patrick Roger. Alors c'est une mandature qui commence, on peut dire, sur les chapeaux de roue à l'Assemblée nationale. Hier, dans la foulée des questions au gouvernement, je ne sais pas si vous les avez regardées, mais j'avoue que pour y avoir passé un petit moment à observer, c'est fascinant, parce qu'on sent une certaine vitalité dans les discours et dans les échanges. C'est mieux que les séries américaines, je peux vous garantir. Alors c'était une séance particulièrement chahutée, et ensuite il y a eu l'examen du texte de lutte contre le Covid qui a donné lieu donc à un scénario redouté par la Première ministre et son gouvernement, à savoir le retocage en règle d'un des articles, puisque la NUPES, le RN et les LR sont parvenus à mobiliser leurs députés avec donc le retocage de l'article 2 qui posait la possibilité de rétablir les contrôles pour les déplacements à destination ou en provenance, notamment de la Corse ou des Outre-mer. Alors, est-ce une victoire de la démocratie, comme le disent certains? Est-ce que ça préfigure d'un quinquennat particulièrement compliqué? Est-ce que le pays va être gouvernable ou ingouvernable? Beaucoup de questions qui s'ouvrent aujourd'hui, et que doit faire maintenant Elisabeth Borne? On est avec Luc Gras, bonjour. Bonjour. Politologue, merci infiniment de nous aider à y voir un peu plus clair, en tous les cas, de nous dire comment ça doit se passer, en tous les cas, qu'est-ce qui est en train de se passer du côté de Elisabeth Borne, qui a tweeté cette nuit: l'heure est grave, en s'alliant pour voter contre les mesures de protection des Français face au Covid. LFI, LR, RN empêchent tout contrôle aux frontières face au virus. Passé l'incrédulité de ce vote, je me battrai pour que l'esprit de responsabilité l'emporte au Sénat. Quelle est la marge de manœuvre de la Première ministre, Luc Gras, aujourd'hui? Écoutez, la marge de manœuvre de la Première ministre est plus grande qu'on ne croit si elle regarde objectivement la situation. Quelle est-elle? Premièrement, la Ve République est construite autour du fait majoritaire. Celui-ci n'existe pas, il y a une majorité relative. Deuxièmement, quand il y a majorité relative, il y a nécessité effectivement de mieux écouter, comme ça a été très bien dit dans le panachage d'extraits que vous avez fait passer, les oppositions pour essayer de construire des majorités de circonstances. D'accord. Troisième point, on observe que et le président de la République et sa majorité, pour l'instant, n'ont pas encore de méthode de travail pour pouvoir aller chercher ces fameuses majorités. Donc ça va donc du cas par cas, du texte, c'est même plus du texte par texte, c'est article par article. Bien sûr, c'est la raison pour laquelle, quand beaucoup d'observateurs ont dit c'est formidable, on a un régime proportionnel avec tout le monde bien représenté à l'Assemblée nationale, j'avais émis le bémol de dire simplement que, attention, sous la Ve République, une majorité relative, ça veut dire qu'au cas par cas, comme vous le dites très bien, il faudra aller chercher des accords. Donc ce sera plus long, plus fastidieux, beaucoup moins banal, beaucoup plus épisodique que ne l'était autrefois le fonctionnement de l'Assemblée. Donc ça veut dire aujourd'hui, par exemple, sur ce texte-là, le ministre de la Santé dit « je vais continuer à convaincre ». C'est le travail des ministres, de la Première ministre, des chefs de groupe qui va être prédominant aujourd'hui dans les discussions, et quel sera aussi le rôle du Sénat dans tout ça? Alors, la première ministre, quand elle dit oh là là, l'heure est grave, etc., je trouve qu'elle
elle botte en touche par rapport à la question essentielle, qui est celle du fonctionnement des institutions en situation de majorité relative. Oui. Tant qu'elle n'aura pas penché toute son attention et mis toute son énergie pour mettre en place une méthode de travail par rapport à ces questions-là, il y aura des décisions qui effectivement ne correspondront pas au choix de l'exécutif. Ceci dit, si elle veut vraiment dire que l'heure est grave, alors elle prend les moyens que l'heure ne soit pas grave, et à ce moment-là, elle met en place ce que plein d'observateurs font passer à l'Élysée, le message qu'il faut changer de méthode. Et ensuite, et bien sûr, c'est quoi? C'est d'abord écouter vraiment jusqu'au bout les oppositions. On a l'impression qu'ils sont toujours droits dans leurs bottes et que rien n'y fait. Quant au Sénat, le Sénat continuera à jouer son rôle précieux de seconde chambre, qui est celui de travailler au fond les textes, d'apporter des alternatives. Et le Sénat a montré par le passé qu'il était tout à fait prêt au dialogue. C'est d'ailleurs dans sa vocation, puisque le Sénat, dans un bicaméralisme inégalitaire, où le Sénat ne l'emporte pas à la fin s'il n'est pas d'accord, le Sénat a toujours intérêt à trouver des accords. Alors je fais un petit clin d'œil à nos auditeurs. Hein. Si vous voulez réagir à ce qui s'est passé cette nuit, vous n'hésitez pas. 0826 300 300 sur les réseaux sociaux, ça vous passionne, cette on va dire nouvelle configuration politique et d'examen des textes. Alors Luc Gras, est-ce que c'est malgré tout une victoire si simple que ça de le dire des oppositions? Parce que là, il y a des oppositions de circonstances. Il y a des, voilà. On a vu aussi que certains dans la NUPES, notamment des députés socialistes, s'étaient portés pâle, avaient voté en s'abstenant. On voit que c'est plus. Là aussi, il faut lire. Ça va être vraiment un travail d'orfèvre de décortiquer tout ça. Tout à fait. Alors, deux observations. Premièrement, chaque député est légitime, quelle que soit son origine, qu'il soit au Rassemblement national, au LFI, etc. Donc, il faut absolument poser ça d'entrée, parce que sinon, on ne peut pas y arriver. Il n'y a déjà pas de majorité. Si en plus, il y en a qui ne sont pas bons, ça ne va pas être possible. Donc, il faut vraiment considérer que chaque élu du peuple est légitime. Deuxième observation, comment, sur un texte comme celui-ci, à haute teneur inflammable, qui est celui du pass sanitaire, du vaccin, etc., le gouvernement n'a pas compris en amont qu'il ne fallait pas y aller tel des trublions pour essayer de gagner en force et qu'il fallait justement réfléchir sur la méthode. C'était évident. Ce qui s'est passé hier était tout à fait prévisible. Oui. Alors, pour finir sur la question, est-ce que c'est un signe de bonne santé démocratique? Oui et non. Oui, à court terme, parce que les oppositions se sentent véritablement exister à l'Assemblée nationale et en matière générale, tous les députés devraient s'en réjouir. Non, parce qu'on comprend bien que ce système va être épuisant, d'aller chercher au cas par cas, comme vous le disiez bien, amendement par amendement, etc., des majorités. Ça va être épuisant. Ça ne paraît pas viable sur 5 ans. Il y a aussi des renversements de situation de ce qu'on comprend entre ce qui se passe en amont, en préparation entre les chefs de groupe et après au sein de l'Assemblée. Je veux dire, le rôle de l'Assemblée, le spectacle de l'Assemblée a tout son rôle. Alors, bien sûr. Alors c'est très important ce point. Il faut que les auditeurs sachent bien qu'à l'Assemblée nationale, certes, il y a l'hémicycle où pendant des années on a dénoncé le fait que les députés n'étaient pas très nombreux dans l'hémicycle. En réalité, c'est qu'une partie de la vérité. Les parlementaires sont aussi très présents dans les commissions. Bien sûr. Sur les textes, c'est en commission que les arbitrages se font entre personnes plus expertes sur un sujet. C'est là qu'est le dialogue, c'est là qu'est le débat. Normalement, la bienséance démocratique et républicaine veut que lorsqu'on s'est mis d'accord en commission, on doit adopter la même attitude dans l'hémicycle. On n'est pas à l'abri parfois de quelques excès de zèle. Est-ce que, juste en termes de décryptage, alors que hier soir, finalement, la NUPES et le RN votent contre cet article au nom de la liberté de circuler, etc., les LR qu'on présentait plus comme étant, on va dire, macro-compatibles dans cette majorité présidentielle multiple, ont voulu quoi? Montrer qu'ils étaient aussi dans l'opposition? Alors, les NUPES et les RN, de toute manière, ne pouvaient pas faire autrement. Ils ont toujours déclaré une véritable opposition par rapport à la ligne défendue par le ministre de la Santé jusqu'alors. Donc, eux, c'était clair. Par rapport aux LR, ils sont dans cette problématique permanente d'essayer d'inventer une ligne entre RN, LFI et le gouvernement. Là, sur ce sujet-là, vu que l'opinion publique commence à s'interroger elle-même
sur l'utilité du pass sanitaire, etc. Il y a eu, vous savez, tous n'ont pas voté pareil, mais il y a certains atermoiements parce que le sujet lui-même est inflammable. Alors, je voulais avoir votre avis aussi, Lugras, sur les premiers pas de deux personnages. D'abord, la présidente de l'Assemblée nationale qui hier a fait, on va dire, son baptême du feu avec ses questions au gouvernement et cet examen de la loi. Mais sur les questions au gouvernement, quand elle rappelle à l'ordre, notamment une députée La France Insoumise, sur le règlement, comment vous la jugez et pareil pour Elisabeth Borne dans cet exercice? Très bien. Alors bon, habituellement, le politologue ne parle pas des personnes, mais puisque vous m'y invitez, je vais plutôt être constructif. Sur la présidente, c'est une personne qui a un parcours, elle a montré véritablement, un vrai sens de la démocratie. C'est une avocate, c'est une personne qui a une certaine habitude de défendre les minorités. Et donc, c'est plutôt une personne qui s'en sort pas mal. Elle a raison de rappeler à l'ordre un député, quel qu'il soit, sur la bienséance à l'Assemblée. Il y a des règles pour les respecter, quelle que soit l'origine du parlementaire. On aimerait qu'elle le fasse avec tout le monde. Mais elle a raison de rappeler qu'il y a des règles. Donc c'est une personne qui est plutôt bien à sa place, sachant que, rappelez-vous, ce n'était pas forcément le souhait de l'Élysée qu'elle soit élue présidente. Deuxième personnalité, Elisabeth Borne, elle fait avec ce qu'elle a, c'est-à-dire elle a une majorité relative, elle a un président qui est comme même omnipotent autour d'elle. Elle a montré par le passé, notamment lorsqu'elle était à la RATP, qu'elle avait quand même le souci d'un certain dialogue, même si c'est jamais suffisant. Donc c'est une personne qui essaye de faire ce qu'elle peut dans une problématique extrêmement contrainte. Évidemment, il faudrait qu'elle brise ces chaînes et qu'elle dise « mais moi, je veux bien être Premier ministre, mais à ce moment-là, vraiment mettons en place des méthodes de concertation et pas seulement des mots. Vous comprenez, c'est terrible dans ce pays. Les gens sont énarques, après ils sont mis en responsabilité à 30 ans et après ils touchent plus jamais le sol. Il faut absolument toucher le sol, c'est-à-dire comprendre que les élus sont des représentants des citoyens et que c'est à partir d'eux qu'on construit la démocratie. On n'est pas, certes, dans un parlementarisme inversé où ce serait le Parlement qui prendrait les initiatives, ça demeure l'exécutif, mais l'exécutif, dans la situation actuelle, doit absolument travailler ces techniques de dialogue. Enfin, dernière question, y a-t-il un risque, on va dire, réel aujourd'hui, au vu de ce que vous voyez, ou c'est trop tôt pour le dire, d'une possible dissolution, si jamais on s'achemine vers un blocage quasi permanent de chacun des textes qui seront présentés? On pense, celui qui arrive aujourd'hui, c'est celui sur le pouvoir d'achat. Normalement, ils devraient arriver à se mettre d'accord tous. Alors, sur le texte pouvoir d'achat, il y aura forcément des avancées, ne serait-ce que parce que LR va soutenir un certain nombre de propositions du gouvernement. Sur le fond, il est beaucoup trop tôt pour envisager une dissolution parce que le président Macron et sa majorité seraient balayés, s'il dissout demain, il serait balayé aux nouvelles législatives. Il est donc absolument impossible, puisque tel est le choix de la Constitution, que ce soit le président qui décide ou pas de la dissolution, eh bien évidemment que ce serait un suicide que de dissoudre l'Assemblée aujourd'hui pour le président. Enfin, pour terminer, Lugras, juste une petite parenthèse. Vous devez vous régaler lors des sessions parlementaires devant votre poste, parce que c'est sportif. Alors moi, je me régale toujours avec le droit parlementaire parce que, vous savez, on dit que l'Assemblée nationale, c'est le temple, c'est la maison de la démocratie. Donc il est tout à fait vivifiant de voir le spectacle dès lors qu'on avance, qu'on construit des choses. Ce qui est assez triste, c'est de voir ce gâchis. On a une opportunité, on a une fenêtre de tir pour réhabiliter une forme de démocratie dans ce pays et que pour l'instant, l'exécutif ne se donne pas les moyens de répondre à cette attente. Merci infiniment pour cet éclairage. Lugras, politologue, effectivement, le projet de loi de veille et de sécurité sanitaire qui a été retoqué, l'article 2, quoi qu'il en soit, et le prochain texte, on verra comment ça va se passer. Il concerne le pouvoir d'achat des Français, c'est primordial et crucial pour beaucoup, donc on verra ça. Merci, à bientôt. Merci. Et Christine, on va partir du côté du Mont-Saint-Michel, des plages du débarquement et du Cotentin. Il y a pire, on en parle dans un instant.